Bonjour, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Bienvenue dans ce séminaire en ligne qui avait lieu juste avant Noël. Vous avez raté l'événement? Ce n'est pas grave. Pas de souci, vous pouvez en prendre connaissance maintenant. Bon visionnage et à bientôt. Tout le monde me voit. Alors moi par contre du coup je vous vois plus du tout. Je ne vous vois plus mais c'est... Bon tant pis, c'est pas grave comme ça. Est-ce qu'on démarre? On a un petit quart d'heure de retard. Je vous propose de démarrer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors donc au programme cet après-midi, on a les raisons de l'échec des enfants à l'école en langue étrangère. Et nous verrons comment faire pour éviter l'échec. Et donc notamment comment faisaient rois et princes pour être d'admirables polyglottes. Et comment on va pouvoir obtenir presque les mêmes résultats qu'eux. Alors on n'est pas obligé de conquérir un empire pour y arriver. Donc aujourd'hui, pourquoi nous rendre nos enfants plus forts en langue étrangère? Tout simplement parce que notre monde est devenu beaucoup plus plurilingue. On a quelques signaux qui nous montrent que le centre de gravité économique du monde, qui a toujours été en Asie, et qui depuis la Renaissance est venu en Europe du fait de la domination des Occidentaux, va vraisemblablement retourner en Asie. Donc certains disent simplement « China is coming back into the game ». La Chine est simplement de retour dans le monde, après une période d'isolement. Et nous sommes bien placés en tant que francophones pour savoir que le français n'est plus la langue de la diplomatie internationale. Donc le français, est-ce que vous savez depuis quand la dernière fois que le français a été utilisé pour un traité international entre deux pays qui ne sont pas francophones? En fait, ça date de 1905. Lors de la fin de la guerre russo-japonaise, puisque les diplomates des deux belligérants parlaient français. Et depuis, le français dans des traités internationaux a toujours été utilisé lorsque un des participants, une des parties prenantes était un pays francophone. Donc aujourd'hui, notre risque, c'est qu'un monolingue francophone, devienne une sorte de personne à mobilité réduite. Quelqu'un qui ne peut pas facilement voyager. Et il est clair que cet aspect de l'enseignement, si vous êtes là aujourd'hui, il vous préoccupe. Donc, quel est notre problème désormais? Tout le monde m'entend là? Ok, parfait. Donc, quel est notre problème? Notre problème, le voilà. Notre problème, c'est que nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où un adolescent ou un adulte devient un parfait illettré du simple fait d'un changement de langue. Alors moi, ça m'est arrivé en Syrie, à Alep. Je voyageais avec un Australien, qui ne m'était pas d'ailleurs d'un grand secours parce qu'il parlait qu'anglais. Et un soir à Alep, le soir de notre arrivée dans la ville, on était perdus, on n'arrivait pas à retrouver notre hôtel. Et les seules indications qui étaient présentes dans les rues étaient en arabe ou en cyrillique. La bonne affaire. Le cyrillique, je ne savais pas le lire. Et à Saint-Pétersbourg, je me suis retrouvé exactement dans la même situation, dans l'incapacité de lire le nom des stations de métro. Donc depuis, on ne m'y reprendra plus. J'ai appris à lire le cyrillique, mais mon niveau s'arrête là. D'ailleurs, tout commence par ça. Comment est-ce qu'on mesure le niveau en langue? Donc à gauche, vous avez une brochure en cyrillique que je peux déchiffrer, et à droite, je suis un locuteur du français, donc un locuteur natif, je peux faire l'interprète français-espéranto, donc c'est un des usages les plus élevés, quelque part, qu'on puisse faire dans le maniement d'une langue. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas de... Pendant très longtemps, on a été dans cette approche du tout ou rien. Donc en russe, je suis nul, je peux à peine déchiffrer ce qu'il y a écrit là-dessus, et en français, je peux tout faire. Dans un monde où on va utiliser 5, 6, 7 langues, pour des besoins sociaux différents, il faut savoir mesurer les niveaux intermédiaires. Et pour cela, on va utiliser le cadre européen commun de référence pour les langues, qui a été créé par le Conseil de l'Europe. Donc je vous ai mis là une capture d'écran du site du Conseil de l'Europe, et vous voyez qu'aujourd'hui, cet outil, alors je ne sais pas si
Voilà, on va voir mon stylo. Ici, version, voir les 38 versions linguistiques disponibles. Petit à petit, cet outil de mesure du niveau des langues va devenir la référence mondiale. Et c'est un instrument de mesure par rapport auquel vont être exprimées toutes les méthodes, tous les objectifs et toutes les progressions en langue, notamment celles de l'école. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais on est quand même obligé de rappeler ce que signifient ces différents niveaux. Parce que si je mets de manière un peu provocante dans le titre de l'événement aujourd'hui, les enfants vont échouer à l'école, on peut échouer que par rapport à un objectif. Donc encore faut-il dire quel est l'objectif. Et comme dit le proverbe chinois, qui n'a pas d'objectif risque de ne pas les atteindre. Et donc le cadre européen permet de comparer le niveau en langue. Et ce qui est aussi nouveau, c'est qu'il permet de comparer votre niveau dans toutes les langues, puisqu'avant chacun avait son outil de mesure. Donc ce cadre définit 6 niveaux. Le plus bas A1, et puis lorsque on annonce A1, A2, B1, B2, C1, C2, au niveau d'un esprit humain, il semble tout à fait logique de voir des marches qui ont la même taille. Et lorsque les... Alors bonjour aux nouveaux venus, là j'entends qu'il y a des gens qui prennent l'événement en cours, alors je vous préviens juste qu'en fait tout le monde vous entend. Tout le monde vous entend, donc j'en profite pour rappeler un peu la règle. Essayez de, voilà, soit couper votre micro si vous voulez parler en même temps sans que les autres participants vous entendent, mais sinon, j'ai prévu une petite heure de présentation et après nous aurons une phase de questions-réponses. Donc si on dit aujourd'hui que les 6 niveaux de référence sont A1 jusqu'à C2, on a naturellement tendance à considérer que chaque marche a la même hauteur. On verra plus tard que c'est faux, je pense que c'est extrêmement asymétrique et que certaines marches sont beaucoup plus dures à franchir que d'autres. Alors, une autre caractéristique du cadre de référence, qui est l'outil de mesure du niveau en langue, c'est que chaque niveau est inclusif des précédents. C'est-à-dire qu'un locuteur de niveau A2 sait faire ce qu'un locuteur de niveau A1 est capable de faire. Et donc en C2, on sait tout faire. Et ça, dans les 5 domaines. 5 domaines, donc ça aussi c'est nouveau. 5 domaines, donc la compréhension orale, la lecture, la conversation, la prise de parole, comme je suis en train de le faire en ce moment. Donc c'est le quatrième dessin qui est là. Il faut que je récupère mon stylo, voilà. Et bien sûr, la prise de parole écrite, l'écrit. Et donc le guide a été construit pour sortir du tout ou rien, du je suis bilingue ou je suis nul. Donc il est fait pour s'auto-évaluer. Alors personnellement, moi je comprends l'allemand au niveau B2, mais si je prends en compte ma correction grammaticale quand je m'exprime, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ça va être A1, ça c'est clair. Je fais tellement d'erreurs, c'est extrêmement asymétrique. Et le phénomène lui-même est extrêmement asymétrique puisqu'il est beaucoup plus facile de comprendre une langue étrangère que de s'exprimer dans la langue étrangère. Alors on va rapidement passer sur ce que signifient ces niveaux. Donc le niveau A1 est vraiment le plus bas. Il vous permet de présenter votre environnement familier, votre maison avec qui vous vivez et votre famille. Donc c'est ce qu'on appelle le niveau découverte. C'est l'objectif que l'école se donne en France à la fin de la scolarité primaire. Alors attention, c'est un peu plus que le niveau 0, hein, parce que si vous ouvrez un bouquin une fois ou deux, ou que vous prenez une méthode d'auto-apprentissage que vous abandonnez à la moitié, hein, vous n'atteindrez pas le niveau 1. Vous n'arriverez même pas à faire des phrases simples. Alors pour ma part, j'ai essayé en japonais, en russe ou en serbo-croate. J'ai pas atteint ce niveau 1. Au niveau A2, par contre, on peut comprendre des phrases isolées en relation avec les domaines immédiats de priorité. Donc ce sont des infos personnelles et familiales simples comme avant, mais on va y ajouter quelques achats directs et l'environnement proche. Donc l'école, en France, vise ce niveau à la fin du collège. Donc à la fin de la scolarité obligatoire, l'objectif est que tout le monde ait ce niveau de survie. Et dans la plupart des langues que j'ai pu pratiquer personnellement en classe, sans les étudier en classe justement, je suis coincé à ce niveau-là dans mon expression. Donc,
Le niveau suivant est le niveau B1. Donc il s'appelle seuil, et je pense que c'est pas un hasard. C'est quand on franchit un seuil, on accède à quelque chose d'autre. Et moi j'aurais tendance à penser que lorsqu'on a atteint le niveau B1, on ne peut plus retomber à zéro comme ça m'est arrivé en espagnol ou en turc. Et bon, en finnois, en arabe, j'ai gardé un peu, mais j'ai jamais réussi à atteindre le niveau B1. Je suis toujours bloqué au niveau A2. Et en B1, on peut désormais se débrouiller dans la plupart des situations qu'on rencontre dans les territoires où la langue est parlée lors d'un voyage. Donc on produit des discours qui sont simples et cohérents sur des sujets familiers, et on peut décrire, et ça devient intéressant, on peut décrire ses objectifs, ses buts, ses rêves, exposer les raisons pour un projet ou une idée. Donc j'aurais tendance à considérer qu'à ce niveau-là, on sort du domaine des traductions machines. Jusqu'à A2, je pense que la technique sera capable de nous apporter ce genre de routine simple. Où imaginez que vous ayez un iPhone et dessus, le jour où on aura l'équivalent de Google Translate sur un iPhone, vous cliquez sur dire au boulanger que je vais acheter 2 baguettes, hop, et ça le prononce dans une langue que vous ne maîtrisez pas. Ça serait beau, je pense qu'on le fera. J'ai beaucoup plus de doutes sur le fait qu'on atteigne le niveau B1 à l'aide de machines, puisque là on est dans ce qui fait que nous sommes des humains. On est dans l'expression des rêves et des buts, dans cette partie-là qui est beaucoup plus intéressante. Alors, au niveau B2, donc hop, si je passe comme ça, j'espère que maintenant vous voyez B2, on est dans le niveau avancé. On va pouvoir communiquer sans gêner les locuteurs natifs. Et là, j'ai une anecdote à vous raconter. J'ai une amie britannique qui vit en France et qui travaille en Suisse. Donc son mari est allemand, elle parle anglais avec ses enfants. Donc je lui dis, ah oui, tu parles anglais avec les enfants? Elle dit, oui. Et j'ai dit, mais à ton travail, tu parles aussi anglais? Et elle me dit, non, au travail, je parle your English. Je parle votre anglais. Je dis, alors là, attends, tu es en train de dire qu'on ne comprend pas ce que tu dis et tout? Je dis, oui, mais en fait, inconsciemment, je limite la variété linguistique et je parle moins vite lorsque je travaille en anglais, parce que la plupart des gens n'arrivent pas à me comprendre. Donc on voit bien que le B2, c'est en fait atteindre un niveau qui permet aux locuteurs natifs de ne plus être gênés, parce que si ça continue avec l'anglais de communication internationale, on va devoir former les anglophones natifs pour qu'ils soient capables de s'exprimer dans leur langue maternelle avec les autres. C'est le niveau qu'on vise au baccalauréat à la fin du secondaire. C'est donc d'atteindre ce niveau où on est capable d'interagir avec les natifs sans les gêner. Et c'est pas si simple que ça, hein, finalement. C'est pas si simple d'atteindre ce niveau. L'été dernier en Tchéquie, on a rencontré des étudiantes françaises du supérieur et j'étais obligé de ralentir et donc de parler beaucoup plus doucement en choisissant mes mots pour qu'elles arrivent à comprendre ce que je disais. Donc clairement, elles n'étaient pas au B2 et elles étaient dans le supérieur. Donc la suite, c'est l'autonomie, hein, c'est le C1. On peut s'exprimer de manière claire et détaillée sur des sujets complexes, et les mauvaises langues diront que la plupart des gens n'y arriveront jamais, même dans leur langue maternelle. Bon, vous voyez tout de suite pourquoi l'école ne se donne pas pour objectif d'atteindre C1 avec ses enfants. Parce que je pense sincèrement qu'on ne peut atteindre le C1 qu'en allant séjourner dans le pays. Et on verra plus tard avec le calcul des heures que cela nécessite des milliers d'heures. Et le niveau suivant, donc le plus haut, c'est le C2. C'est adapter son style à la situation, c'est s'exprimer couramment et spontanément de manière précise avec des fines nuances de sens, même sur des sujets complexes. Alors, dans l'esprit du Conseil de l'Europe, hein, qui a créé le document, c'est pas pour autant comparable aux compétences d'un locuteur natif. Par contre, chez les gens qui sont dans les instituts qui font passer les examens, je sais qu'il y a un courant de profs et des profs de langue et de testeurs de langue qui considèrent que le C2, ça doit être un espèce de Graal inatteignable. Et donc les deux attitudes changent complètement. Selon que vous considériez qu'on est dans la maîtrise et qu'une fois qu'on a atteint ce niveau-là, ben on l'a, ou que vous considériez que c'est un Graal inatteignable, alors je comprends très bien que chacun poursuit en fait ses objectifs. Le Conseil de l'Europe,
Ils veulent montrer que les citoyens européens sont de plus en plus capables de se comprendre, comme nous le faisons là, hein. Vous n'êtes pas tous de langue maternelle, et nous utilisons le français en ce moment. Vous n'êtes pas tous des francophones natifs où on utilise le français comme ça. Je suis quasi certain qu'on a suffisamment de polyglottes où on pourrait basculer dans d'autres langues. C'est pas du tout la même attitude que de considérer que C2 c'est très très élevé. Et je comprends que des gens qui vendent des cours de langue et des examens aient envie de dire il va falloir beaucoup travailler, passer beaucoup d'examens, il va falloir faire chauffer la carte bleue. C'est humain, c'est normal. Quand on a quelque chose à vendre, on n'a pas la même attitude par rapport à une démarche politique. Ce qui ne change pas, c'est la hauteur de la marche. Je pense sincèrement qu'entre le C1 et le C2, il y a une vraie hauteur de marche qui se chiffre en dizaines de milliers d'heures. Personnellement, je pense avoir atteint le C2 en anglais quand je vivais en Angleterre. Alors, je l'ai plus. Je l'ai, je pense, en compréhension, mais je ne peux plus m'exprimer au niveau C2. Il est évident que j'y arrive plus. Bon, j'ai pas mis les pieds en Angleterre depuis 15 ans non plus, hein. Alors, quel est l'objectif du système scolaire? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord que si je dis l'objectif est d'amener 100% des élèves à à B2, si je place ici les 6 niveaux et que je mets là le pourcentage d'une classe d'âge qu'il atteint, mon objectif doit ressembler à ça. Est-ce que tout le monde voit la grosse barre B2 rouge que j'ai mis à l'écran? Ok, parfait. Donc s'il y en a un qui le voit, les autres doivent y arriver aussi. Alors, les résultats. Si on était dans l'automobile, j'aurais tendance à dire que en tant que responsable de ce processus, je viserais le C1 parce que vous allez avoir une dispersion. Alors, est-ce que je peux dessiner dans ce truc-là? Malheureusement, je ne peux pas forcément dessiner, puisque j'avais prévu de dessiner des choses. C'est un peu dommage, mais si je dessine, vous n'allez pas voir. Donc, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Oui, oui, je t'entends, Yann, ouais. Oui. Alors, attends, je vais y arriver. Ça, c'est un objectif. C'est l'objectif officiel. Tous les enfants qui vont au baccalauréat doivent atteindre B2 en langue LV1. Donc, mon raisonnement, c'est que si on veut amener tout le monde à B2, il faut viser C1. Parce qu'il va y avoir une certaine dispersion. Donc, imaginez une courbe de Gauss. Les meilleurs vont être à C2. Le gros de la troupe serait sur C1, les traînards seraient sur B2 et on aurait une petite part de gens qui traîneraient sur A2. Les résultats actuels, donc les voilà. Donc voilà pour répondre à ta question, Yann. Ce sont les pavés en jaune et c'est basé sur une enquête. Donc bien sûr, c'est pas exhaustif, c'est un échantillon de 2150 élèves de lycées de la région parisienne. Alors depuis, il y a eu une autre étude, une étude européenne, qui elle est basée sur des échantillons de 1500 élèves, mais qui montre malheureusement à peu près les mêmes choses. Vous voyez que les résultats ne sont pas sur B2. B2, on est à quelques dizaines de pourcents qui atteignent B2. Alors dans cette étude-là, 24,74. Je pense que le 74 n'a aucun sens, on est d'accord là-dessus, donc on va dire un quart qui atteint l'objectif, 3 à 4% qui sont très bons, qui sont au-delà, hein, ils sont sur C1, mais malheureusement notre processus est centré sur le B1, il n'est pas centré sur le B2. Le gros des effectifs, le mode, donc pour parler comme un statisticien, est à 43% sur le B1. Alors ça serait même pas encore trop grave. Mais ce qui est plus gênant, c'est qu'on a 28% qui, eux, au baccalauréat, n'ont atteint qu'un niveau A2. Et on a un aspect négligeable de 0,14%, donc 0 on va dire, qui traîne au niveau A1. Mais bon, globalement, on voit qu'aujourd'hui, l'école, malheureusement, n'atteint pas l'objectif de B2. Encore une fois, on n'est pas dans l'automobile. Et dans une usine automobile où le processus ne serait pas centré au bon endroit, c'est pas la faute des ouvriers. Et là, je suis persuadé que c'est la même chose. Le processus de l'éducation nationale, c'est pas la faute des profs. C'est pas là la cause. C'est le processus qu'il faut améliorer.
Mais c'est pas l'ouvrier qui est en cause. Pas du tout. Et donc aujourd'hui, si on prend les effectifs sur A2 et B1, on a malheureusement 70% de l'effectif qui n'atteint pas le niveau qu'on avait fixé à l'objectif des B2 au baccalauréat. Et c'est pas ce qu'on souhaite pour nos enfants. Donc maintenant, la vraie question c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et si on fait plus de la même chose, ça permet rarement de surmonter les problèmes complexes. Donc ce que je vous propose, c'est de voir maintenant comment faisaient roi et reine pour y arriver, puisqu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alors je vous ai retrouvé deux portraits d'admirables polyglottes. Alors, pour d'autres aspects de leur politique, c'est plus discutable, mais pour les langues, Frédéric II de Hohenstaufen à gauche était un polyglotte incroyable, puisqu'il parlait au moins 6 langues. Le latin, le grec, le sicilien, puisqu'il est né en Sicile, l'arabe, puisqu'il était en contact avec les arabes, le normand et l'allemand. Il était empereur du Saint-Empire romain germanique tout de même. C'était un habile diplomate, puisqu'il a réussi à reprendre Jérusalem sans combat, et il a même été excommunié parce qu'il n'était pas assez combatif vis-à-vis des musulmans, excommunié par le pape. C'est quelqu'un qui était vraiment à la frontière des deux cultures, on va dire. Et si j'avais vraiment que ça à faire, je passerais bien mon temps à écrire un bouquin sur sa vie, parce que je pense qu'elle a plein de choses à nous apprendre. Et notamment, il avait fait une expérience sur le langage, et il a fait élever 2 enfants en interdisant aux serviteurs de leur parler, pour voir si ces enfants allaient spontanément parler latin. Je pense qu'à l'époque, le latin était la langue prestigieuse. Et malheureusement, si vous élevez des enfants sans leur parler, ils ne parlent pas latin, ils sont morts. Et oui, nous sommes des êtres humains sociaux et on a besoin de se développer en parlant avec notre environnement. Le deuxième grand polyglotte que j'ai pris là comme exemple, c'est Henri VIII d'Angleterre, qui parlait anglais, français, latin et espagnol. Donc aujourd'hui, on nous explique que les Anglais sont nuls. Alors, il y a Amy qui vient de me passer un message. Xavier n'arrive pas à trouver le Hangout. Malheureusement, je ne sais pas quoi faire. Beaucoup de gens l'ont trouvé. Xavier fait partie des gens... Attends. Donc dis-lui que c'est en fait son adresse. Réponds-lui que c'est son adresse esperanto.org qui est dedans. Donc, pour cet intermède, je continue. Donc, Henri VIII, il parlait 4 langues. Alors, comment est-ce qu'il faisait? Alors, j'ai une recette pour ça. Prenez un bébé en bas âge, et on va le doter d'une tétine électronique. Donc, vous imaginez ici, on va lui mettre une tétine dans la bouche, reliée à une boîte. Et la boîte diffuse une voix différente selon la vitesse à laquelle il suce. Donc c'est la fréquence quand il va sucer. Et selon son amplitude de succion, il peut déclencher une voix qui est différente. Et qu'est-ce que donne cette expérience? Elle nous montre qu'à cet âge-là, le bébé est capable d'adapter sa succion, son rythme de succion, pour obtenir la voix de sa mère. Et il est capable de faire la distinction entre la langue maternelle, la voix de sa mère, et toutes les autres. Alors, il ne fait pas la distinction entre les étrangers, il les met tous dans le même sac. Et notre compréhension des langues n'est pas génétique. En fait, elle n'est pas programmée dans nos cellules. Elle se développe selon les circonstances. Et c'est pour ça que quand il n'y a pas de circonstances, quand personne ne parle autour de vous, on ne peut pas se développer. Et c'est assez logique finalement, parce que notre vision fonctionne de la même manière. Nous voyons des rayons lumineux. Nous voyons dans le visible. C'est même comme ça qu'on définit le visible. Mais il se trouve, c'est un coup de chance, il se trouve que le soleil émet principalement dans le spectre du visible. Alors, est-ce que c'est vraiment un coup de chance? Mais pas du tout. En fait, notre œil s'adapte à l'environnement, et nous voyons dans le visible parce que le soleil émet dans le visible. Et si demain le soleil se mettait à émettre dans l'infrarouge, il y a de fortes chances que les nouveau-nés verraient dans l'infrarouge. Et bien pour l'oreille, c'est pareil. Nous avons 2 mécanismes pour traiter les sons environnement.
le tout ou rien, donc qui nous permet de différencier les sons, les limites catégorielles, donc la différence entre un B et un P, et tous les bébés de la planète naissent avec les mêmes capacités à distinguer les mêmes, pardon, à distinguer les mêmes limites catégorielles. Et on a un autre mécanisme qui s'appelle plus ou moins, hein, qui permet d'ajuster un son à ce qu'on dit en fonction de ce qu'on entend. Donc on apprend à parler par son oreille en fait. C'est la perception continue qui nous permet de moduler. Et ça nous permet d'évaluer la différence entre les sons. Et on a un troisième mécanisme qui permet d'ajuster l'appareil articulatoire en fonction de ce qu'on perçoit dans l'oreille. Et donc on apprend à parler par ce qu'on entend. Et ce mécanisme a besoin d'à peu près 2 à 5 ans pour stabiliser l'habitude de prononciation. Ce qui fait que quelques années plus tard, dans une langue comme le finnois, en finnois vous n'avez pas de différence, il n'y a pas de B. En finnois, le B devient un P, hein, quand ils ont le mot banque est devenu panki. Donc sur les anciens billets, il y avait Suomen panki. A l'inverse, en arabe, il n'y a pas de P, hein, il n'y a pas de papa, il y a des babas. Et on n'y boit pas du Sprite, mais du Sprite. Et il n'y a pas de Coca-Cola, mais du Coca-Cola. Donc, vous voyez que mon niveau d'arabe est vraiment A1, hein, il est vraiment limité aux besoins du voyage et à acheter du Coca-Cola et du Sprite. Donc nous sommes tous capables d'apprendre toutes les langues du monde à la naissance, car on distingue les sons. Et tous les bébés entendent les mêmes limites catégorielles, et on entend donc la différence entre l'original et notre propre production, et on a à peu près 5 à 7 ans pour arriver à faire ça, et après ce qui ne sert pas, régresse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en pratique, puisque ce qui m'intéresse moi, c'est la pratique. En pratique, vous prenez un bébé, et vous le trempez dans 2 langues. Il faut vraiment le tremper, hein. Faut pas juste le barbouiller. Là, vous voyez, elle est juste barbouillée, ça ne marche pas, il faut vraiment la tremper. On la trempe dans 2 langues, et elle devient bilingue. Ce bain linguistique va lui permettre de grandir et elle apprend à parler en 2 langues. Et peu importe les 2 langues en présence, hein, le cheminement va être un peu différent, mais pour le cerveau, ça va maintenir plus de potentialités. Et quand on a maintenu plein de potentialités, on va pouvoir prendre notre bébé bilingue et le tremper dans un 3e bain. Donc voilà, par exemple, on va le tremper dans le chinois. Donc ça, c'était en 2007, un enfant qui avait 1 an et demi. On le trempe dans 2 ans peut-être. On la trempe dans le chinois et on obtient quelque chose. Alors, Ich, ni, san, shi, go, lok, chich, ach, kyu, ju, juich, juni, jusan, elle compte en chinois. jugo, julok. Je vous propose de revenir donc. Alors, que fait l'école ? L'école, malheureusement, et on est dans le cœur du sujet, donc ici j'ai représenté de 0 à 18 ans, donc les 18 premières années de la vie d'un enfant. Ils sont généralement scolarisés à 2 ans, et après ils sont à la maternelle ou au jardin d'enfants, et puis ils vont commencer à rencontrer la première langue étrangère, alors au primaire, et au primaire, ils vont essayer d'atteindre un 1. Avec le volume horaire que vous voyez là, les volumes sont proportionnels, donc ils vont en faire un peu plus après, et à la fin du collège, ils vont essayer d'atteindre un 2, et sur les 3 années suivantes au lycée, ils vont essayer de franchir B1 et B2. Donc vous voyez que le problème est tout à fait est vite compris. On perd toutes ces années de 0 à 6 ans où l'enfant a l'oreille vraiment ouverte et où il est prêt à absorber. Et c'est donc trop peu et trop tard. Et donc, on n'exploite pas ces années qui sont les plus riches du point de vue des langues. Et on commence à enseigner les langues comme des matières par la suite, alors qu'on aurait dû les exposer à des locuteurs, et si possible des bons locuteurs, des locuteurs natifs, pour maintenir les capacités de l'oreille. Donc le second souci, c'est que durant tout le primaire, le volume hebdomadaire horaire est trop faible, mais si on l'augmente, on n'a plus le temps d'enseigner les autres matières, et donc du coup on ne peut pas s'en sortir comme ça. Alors, c'est pas un problème d'enseignant,
c'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème même de méthode, c'est un problème qui est structurel. Au lieu d'enseigner la langue, il faut démarrer plus tôt et enseigner les autres matières par la langue. Et je me souviens très bien que ma fille aînée, donc Amy, quand j'ai commencé à parler espéranto avec elle, elle avait 5 ans, donc c'est pas l'espéranto qui l'a rendue bilingue, ou pas tout de suite, mais elle était dans un site où il y avait 6 heures semaine d'allemand. Et en fait, ils en faisaient 1h30 par jour. Et ça suffisait. Ça suffisait. Et je pense que c'est un facteur de succès de son niveau d'allemand aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un enfant? Donc là, je vous ai représenté 24 heures durant une semaine. L'enfant passe un certain temps à dormir, donc ça, on va le neutraliser assez vite. Mais le reste, il vit et il va à l'école. Il va à l'école, donc essentiellement dans une langue, et il a des cours dans l'autre. Donc voilà par exemple les heures de cours normales. Donc il va vivre, donc c'est le vert que j'ai symbolisé ici, et il va passer un peu de temps en cours. Donc si c'était 1 heure par jour, ça serait déjà pas mal. Vous voyez là que ça ne représente pas beaucoup dans sa vie, finalement, les heures de langue qu'il fait à ce moment-là. Et souvent, en plus, pour des questions de contingence logistique, on regroupe. Et donc, c'est 2 fois dans la semaine. Donc, ça représente vraiment très très peu pour arriver à assurer une exposition suffisante et à tenir. Et donc, c'est moins bon pour la continuité de l'effort en regroupant comme ça qu'en ayant un peu tous les jours. Donc là, on voit bien que vis-à-vis de cet aspect, l'effort familial a plus de chances d'être répété tous les jours, et week-ends inclus. Alors certaines écoles enseignent, et donc font ce que je disais avant. Elles n'enseignent pas la langue, elles enseignent autre chose, les mathématiques, le sport, le chant, dans l'autre langue. Et donc dans ce cas-là, elles enseignent à parité, moitié-moitié. Mais même dans ce cas-là, quand on est dans une école bilingue paritaire, vous voyez que la langue 2, là, elle est loin d'occuper la moitié du temps dans la vie de l'enfant. Donc même dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de se soucier, est-ce qu'il parlera la langue dominante du milieu où il grandit? D'ailleurs, dans les premières études des classes bilingues ABCM Zweisprachigkeit, ils avaient préconisé de monter à 60% d'allemand, non pas juste 50%, parce que ça ne suffisait pas. Et dans les écoles bilingues basques, les Ikastola, à immersion précoce, à la maternelle, on fait tout. On fait tout en basque. Donc vous voyez que même si vous doublez la partie grise, et si tout le reste de la société fonctionne en français, il n'y a pas de danger pour le niveau de français de l'enfant. On est à peine à l'équilibre dans ce cas-là. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un couple bilingue? Dans un couple bilingue, ça ressemble plus à ça. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez en gris toute la partie qui est ce que la famille fait. Donc les week-ends, je suis parti sur une exposition à 50%. Avec la RTT, on a aussi un beau vendredi sur 2 là, qui permet d'augmenter. Et puis on a toute l'exposition familiale qui permet d'entretenir la continuité de l'effort. Mais le vert est quand même largement dominant. Donc la langue du milieu ne pose pas de problème. Et d'ailleurs, c'était assez amusant. Il y a quelques temps, j'étais avec ma plus jeune fille Jenny. On était dans une vente d'usine et j'étais seul avec elle, donc j'étais en train d'interagir avec elle que en espéranto. Je ne lui parle qu'espéranto. Et il y a une autre petite fille qui commence à s'approcher pour jouer avec elle. Et là, la mère lui dit: «Non, mais tu ne peux pas jouer avec elle, elle ne parle pas français.» C'est marrant de voir la réaction des autres qui faisaient l'hypothèse que cet enfant, qui grandit vraisemblablement en France, puisque ces ventes d'usines, sur les marchands de meubles, elles ne sont pas très populaires chez les gens qui sont juste de passage. C'est évident que c'est quelque chose qui n'attire que les locaux, que cet enfant est scolarisé, elle grandit là, elle ne peut pas ne pas parler français. C'est pas possible. Alors, nous, on a travaillé pas mal sur comment intensifier encore ça. Quand nous accueillons une étrangère chez nous, quand on scolarise en France une jeune Allemande avec nos filles, on arrive à inverser l'ordre des langues.
Puisque dans ce cas-là, si cette allemande est là et que c'est une espérantophone, les enfants vont vivre en espéranto et passer juste le reste en français. Là, vous voyez que le français devient minoritaire. Mine de rien, c'est la situation des enfants de migrants qui continuent à parler leur langue maternelle chez eux. Mais tout ce qu'on a dit auparavant est toujours valide, à la condition d'inverser l'ordre des langues. Et ce qui est important donc pour des migrants qui chacun parle leur langue et qui arrivent dans un autre pays, c'est qu'ils dosent l'apport de la langue du pays de manière à ce que l'enfant, durant ces 6 premières années, soit au contact d'assez de Français. Alors, si vous êtes 2 Français et que vous allez vivre aux États-Unis, il va falloir que l'enfant est gardé chez vous. Il faudra assurer, dans les premières années, un bon niveau, un contact suffisant avec l'anglais. Et après, ça va s'inverser. Et là, c'est tout l'art du pilotage sur ces 18 ans. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors nous, dans notre cas, cette situation-là, avec un étranger, on n'arrive pas à l'assurer plus de 2 mois par an. Donc maintenant, je change d'échelle de temps. Vous voyez là, sur l'année complète avec l'école, que le français est ultra dominant, puisque ici, on a les 32 semaines d'école, et là, on a les 20 semaines de vacances. Et oui, ils ont 20 semaines de vacances. Et quand on compare avec quelqu'un qui a l'apport de la famille, les parents, les week-ends et les vacances, et qui utilisent deux langues, vous voyez qu'il y a une très grande différence entre un enfant de couple mixte, bilingue, et un enfant qui, lui, ne bénéficie que de l'école. Et le secret est là, finalement. Il est dans parents, week-end et vacances. Donc mon analyse, et c'est celle dont je parlais avant, c'est qu'on a 4 cas. On a les gens, et c'est le cas de référence, langue 1, langue 2, qui sont dans le pays de l'un des deux. Bon, on est rarement dans les deux pays en même temps. Donc même dans ce cas-là, le bilinguisme est rarement difficile à équilibrer. Mais on a donc nos 2 cas. Ils peuvent être les deux dans un pays tiers. C'était le cas de mon amie anglaise tout à l'heure, avec un mari allemand et qui vivent en France. Des fois, elle me dit « Ah, c'est horrible, à la maison j'ai 2 petits Français. » Et oui, ils sont scolarisés en France, ils parlent très très bien français. Le mari parle allemand le week-end, elle parle anglais la semaine, entre eux ils parlent espéranto, les enfants ont 4 langues maternelles. Ça marche. On a le cas des migrants, donc langue 1, langue 2 dans pays 2, langue 1, langue 1 dans pays 2. Donc on a vu que c'était plus difficile à équilibrer, notamment parce qu'on va avoir une inversion de langue au fil du temps, de langue dominante, mais finalement ils ont beaucoup d'atouts. Alors très souvent, ils sont sujets à la différence de prestige entre les deux langues. Et puis on a le 4e cas, c'est le cas qu'on avait nous finalement, celui qui a langue 1 en pays 1, en français, moi je suis francophone, ma femme est francophone, on vit en pays francophone, et bien même comme ça on a réussi. Enfin, ça tient du miracle, mais parce qu'on a adopté une langue comme l'espéranto, tout simplement. Donc c'est un problème multifacteur. Alors j'avais prévu de vous faire rentrer toutes les infos une à une, mais là il n'y a pas d'animation malheureusement. Ça dépend, alors, dans un cas d'un couple bilingue, ça dépend du fait ça soit le père qui porte la langue du pays étranger ou la mère, puisqu'on sait que pertinemment les mères passent plus de temps avec leurs enfants. Et c'est pas un hasard si les Normands qui ont pris la Normandie là dans le XIe siècle ont vu le vieux norrois, leur langue disparaître assez vite, puisque étant que des hommes ayant pris des épouses locales, en une génération, ça a disparu assez vite. C'est comme ça qu'ils ont emmené le français en Angleterre quand ils l'ont conquis, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve plein de vocabulaire issu du français dans le vocabulaire de l'anglais. Ça va dépendre aussi si on peut compter sur les grands-parents ou pas. Est-ce que les grands-parents vont nous aider dans notre projet de bilinguisme précoce ou pas? Ça va bien évidemment dépendre du fait que la langue soit enseignée à l'école ou pas. Et si l'école peut être un relais, c'est un formidable relais. Mais c'est un complément de ce que nous aurons préparé auparavant. Et il ne faut surtout pas essayer de faire à la place de l'école un travail qu'ils peuvent faire et qu'ils vont faire. Donc tout l'aspect acquisition de l'écrit, des règles de grammaire, correction grammaticale et tout, il faut laisser l'école le faire si elle peut le faire.
Donc je vous renvoie à l'interview de Nikki dans le Tour du monde des bilingues, où elle explique que sa fille aînée, quand bien même elle a grandi en Angleterre, elle a appris à lire en France, parce qu'elle est venue en France à l'âge de 4 ans, elle a appris à lire en France à l'école en cours d'anglais. Elle a appris à lire en anglais à l'école en cours d'anglais. Nikki ne s'est pas enquiquiné à essayer de lui apprendre à lire en anglais alors que l'école allait le faire. On a le fait que la langue soit prestigieuse ou pas. C'est vrai que c'est plus facile à faire quand votre langue minoritaire est la langue prestigieuse. Personne ne va aller s'étonner que vous parlez anglais ou que votre enfant est bilingue français-anglais, on va plutôt vous admirer. Ce qui n'est pas forcément vrai, et ça je peux vous le dire, quand vous parlez une langue comme l'espéranto, où la moitié des gens, c'est à peu près la proportion, n'en a jamais même entendu parler, voire même peut, face à vous, dire mais cette langue n'existe pas alors que vous êtes en train de parler avec vos enfants. Les enfants ne comprennent pas d'ailleurs ce genre de stupidité, mais bon, c'est comme ça. Dans les multifacteurs, on a la diglossie, donc on a parlé avant de l'arabe. Ici, en France, on a la chance d'avoir l'allemand comme langue régionale de France parce qu'on a la diglossie sur l'alsacien. On n'aurait pas l'allemand qui a un statut de langue régionale de France parce que c'est la forme écrite de l'alsacien si on n'avait pas cette diglossie. C'est vrai que des fois la diglossie est un atout, comme c'est notre cas, mais des fois c'est plus simple quand vous avez une homogénéité linguistique, soit la totalité d'un territoire. Et ce qui va vous aider ou pas, c'est la disponibilité de films et de livres. Il n'y a aucun problème avec les grandes langues, vous trouverez tout ce que vous voulez. Pour l'espéranto, on trouve aussi. Pour le serbo-croate, c'est moins évident. Donc, on a des amis allemands qui ont le serbo-croate dans leur combinaison linguistique et ils ne trouvent pas de livres pour enfants, ou alors ils ne les veulent pas. Ils ne les veulent pas parce qu'ils ont un ton trop nationaliste, ils estiment que ce n'est pas spécialement ce qu'ils souhaitent. Et enfin, le dernier facteur qu'il faut prendre en compte, c'est la proximité du pays. Parce que s'il est juste à côté, ça va être facile, et si c'est à l'autre bout du monde et qu'il faut envoyer les enfants à l'autre bout du monde tout le temps, ça va être difficile. D'ailleurs, vous voyez là, la grand-mère qui est là, c'est elle qui nous a donné l'idée de faire voyager les enfants très tôt, dès l'âge de 10 ans, parce que c'est la maman de l'amie anglaise dont je parlais. L'amie anglaise a comme langue maternelle l'espéranto et le japonais et l'anglais. Et pour maintenir son niveau de japonais, la maman l'a envoyée dans les années 90, toute seule, à 10 ans, à Tokyo en avion, mais elle ne s'était pas rendue compte qu'il y avait un arrêt de 3 heures à Moscou. Donc à 10 ans, elle s'est retrouvée toute seule dans l'aéroport à Moscou. Et dans les années 90, à Moscou, il n'y avait pas grand monde qui parlait anglais. Donc nous, on s'est dit, si elle est capable de voyager et qu'elle n'est pas morte, à 10 ans toute seule, les nôtres, ils arriveront bien à 12 ans. Alors l'outil que j'utilise pour arriver à piloter tout ça est issu du monde automobile, est issu d'une technique de pilotage du système. Alors, vous m'avez vu avant parler de processus et de décentrage de processus, donc vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai adapté cet outil qui sont les 5 étapes de focalisation de Goldratt, qui nous dit que pour piloter un système complexe, il faut exploiter sa contrainte. Donc, identifier quelle est la contrainte du système. Après, on va décider comment l'exploiter. Donc, la contrainte du système au début, c'est le temps de trempage. C'est le temps d'exposition durant les 6 premières années, le temps d'exposition de l'enfant à la langue 2. Parce que la langue la plus forte s'occupe d'elle-même. Mais le temps d'exposition à la langue 2 est la contrainte du système. La deuxième étape, ça va être d'exploiter cette contrainte. Et le modèle une personne, une langue est un moyen d'exploiter la contrainte. Et donc quand on décide d'enseigner le sport ou les maths en langue 2, c'est une manière d'exploiter la contrainte. Et quand une école bilingue paritaire embauche des profs, donc ici on a des profs allemands qui enseignent en allemand le sport, les mathématiques, et les enfants ont un prof français qui personnifie le français. Donc là on fait ça, on exploite la contrainte. Et l'étape 3, c'est la plus complexe, parce que c'est tout subordonné aux décisions qu'on a prises avant. Mais là, ça concerne tout le monde. Là, c'est l'étape la plus dure, parce que quand vous commencez à parler une langue, quand vous appliquez le modèle une personne, une langue, et que vous êtes au milieu de tas de gens qui ne vous comprennent pas, vous vous exposez au regard des autres. Mais la contrainte, c'est dans votre tête. En fait, s'affranchir du regard des autres quand on applique le modèle UCUM en société. Une personne, une langue. C'est se protéger des autres. Dans notre cas, c'était neutraliser aussi l'effet des grands-parents qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait, donc il a fallu leur expliquer. Et ce n'est que lorsqu'on a
fait correctement ces 3 étapes qu'on peut augmenter le niveau de performance. Donc augmenter, dans notre cas sur les 6 premières années, ça veut dire augmenter le temps de trempage, augmenter le temps d'exposition à la langue 2, intensifier, donc en introduisant un autre enfant, donc c'était l'objet de l'accueil des Allemands là, chez nous, introduire un enfant autophone dans le foyer, on intensifie, et surtout l'étape 5 qui est la plus importante, recommencer l'analyse pour voir lorsque la contrainte a changé. C'est le cas des migrants, hein. Au début ils doivent soutenir le niveau de la langue dominante, parce que si l'enfant ne sort pas de leur famille, la langue du milieu est en fait la plus faible, et puis à un moment donné, dans la scolarisation, ça va s'inverser. Et ce qui veut dire que toutes leurs décisions, tout ce qu'ils avaient pris comme décision va devoir finalement prendre un virage à 180 degrés parce que la contrainte a changé. Et donc là, on va se placer dans une perspective sur 18 ans, puisqu'on voit qu'au début, l'enfant qui est trempé dans 2 langues, il n'a pas besoin de savoir pourquoi il parle plusieurs langues. Lui, il remplit ses besoins de communication avec ses parents. Mais entre 8 et 13 ans, il va passer d'une compétence orale à une compétence textuelle. Et enfin, il va passer à une compétence cognitive. Et donc, on va aller vers des besoins sociaux, une compétence cognitive, c'est-à-dire la capacité à raisonner dans la langue. Et puis, vers 6-8 ans, là, le passage vers l'écrit ne va pas de soi dans la langue 2. C'est ce que je vous ai symbolisé ici en gris. Puisqu'on a, à un moment donné, si les 2 langues ne sont pas équilibrées, on a un décalage entre la capacité de l'enfant dans la langue et son âge mental. C'est exactement la contrainte que nous avons, nous, avec nos filles sur leur langue 3, c'est qu'à 13 ans, elles n'ont pas un niveau de locuteur natif en allemand. Et donc les livres pour des enfants de 13 ans, elles ne les comprennent pas. Elles peuvent comprendre un livre pour un enfant de 8-9 ans. Mais à 13 ans, on n'a pas envie de lire des trucs pour un gamin de 8 ans. Donc voilà, c'est ce que j'ai appelé la dissonance linguistique du bilingue. Et notre problème, c'est donc cet écart-là. C'est arriver à franchir vers l'écrit. Moi, je ne l'ai jamais passé en allemand. Je suis toujours aujourd'hui en train de lire 6 bouquins pour 8 ans et j'ai du mal. Je lis en ce moment Geronimo Stilton, Mein Name ist Geronimo Stilton. Et j'ai bien du mal, quand bien même il y a des images, et c'est en couleur. Et bon, en tant qu'adulte, on peut accepter de lire des trucs pour enfants, mais en tant qu'ado, ça ne marche pas. Donc, il y a urgence à franchir l'écrit dans un temps qui correspond à l'âge mental de l'enfant. Sinon, on n'y arrive pas. Et finalement, notre but, c'est à un moment donné de les amener à trouver eux-mêmes leur propre but, à faire quelque chose de la langue, et après, ils en font ce qu'ils peuvent. Nous, en tant que parents, on aura fait notre boulot si on les a amenés ici. Et eux, après, ils accéderont à l'usage cognitif, à l'usage social ou pas. Et je vous ai envoyé récemment un message concernant Dal Galian. Dal Galian explique bien qu'il a beau être bilingue français-turc, il n'a jamais franchi le niveau textuel en turc. Il l'a franchi en allemand plus tard, mais pas en turc. Il n'a jamais réussi à passer à l'écrit. Et ça peut arriver, bien évidemment. Donc ça répond en partie à la question d'Yann tout à l'heure, qu'est-ce qu'on entend par bilingue? Quelque part, ça dépend de la trajectoire qu'on a pu prendre là-dedans, ça dépend de beaucoup de choses. Alors mon analyse, c'est que pour franchir C1, on va le franchir dans une langue qui, comme ça, est un peu faible, on va le franchir dans une langue apprise en tout cas. Moi, c'est mon cas, hein. En anglais, j'ai suivi ce cas-là. On va franchir C1 après le bac, et il faut plusieurs milliers d'heures. Et donc, si vous voulez répartir plusieurs milliers d'heures, vous voyez qu'il faut 4 ans, parce que sinon, ça occupe toutes vos heures de cours. Donc, soit vous êtes un pro des langues, et vous faites que ça, soit vous êtes... Moi, j'étais ingénieur, j'ai pas fait que ça, donc j'ai été obligé d'aller vivre dans le pays. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut atteindre C1 qu'en allant vivre dans le pays. Et je pense avoir atteint C2 aussi, mais je pense aussi que la quantité de langues la quantité d'exposition qu'il faut pour C2 ressemble plutôt à ça par rapport à C1. Donc là, à mon sens, il faut aller vivre, on parle plus de milliers d'heures, mais de dizaines de milliers d'heures, au moins pour l'anglais. Hein. Alors c'est pas du tout vrai avec l'espéranto, puisque l'espéranto, vous n'êtes pas obligé de sortir de chez vous, puisque vous pouvez toujours chercher le pays, il n'existe pas. Là, on s'affranchit de la contrainte finalement en prenant l'espéranto, parce que la langue est construite logique.
et parce qu'il n'y a pas de peuple qui est légitime à dire c'est moi qui ai la bonne façon de prononcer, la bonne façon de parler, puisque tout ça, ça a été réglé par écrit. Donc, on en arrive à la fin. Vous voyez, j'ai respecté à peu près mon contrat. Il est 16h16, on a commencé à 15, j'avais prévu 1 heure. Donc je suis plutôt content. Et pour moi, la conclusion, c'est que l'école est extrêmement utile, mais elle ne peut pas faire plus aujourd'hui. L'école, c'est un complément du terrain que vous aurez préparé, en ouvrant l'oreille le plus tôt possible, et peu importe la langue. Si elle est éloignée du point de vue des sons, tant mieux. On maintiendra plus de capacité au niveau des oreilles. Si elle est proche pour le lexique, bah, tant mieux. Vous profiterez de transfert entre les langues, et nous on profite à fond du transfert entre le français et l'espéranto. Comme la jeune allemande que vous voyez là, qui profite à fond du transfert entre l'espéranto et le français, dans l'autre sens. Et si la langue est proche de la réalité de l'enfant, bah alors il arrivera plus rapidement dans les compétences sociales. Et c'est ce qu'on fait aussi avec nos enfants, puisqu'ils ont leurs copines en espéranto, elles vivent en espéranto durant les vacances. Elles peuvent facilement aller en Allemagne. On est proche de l'Allemagne, on en profite. Et si on voulait aller au Japon, ça ne se ferait pas comme ça. Il est clair que c'est particulièrement difficile de maintenir un bilinguisme quelque chose Japon en Europe, parce que le pays est loin. Et voilà. Alors, il vaut mieux un peu tous les jours qu'un gros paquet concentré sur une journée. Et n'oubliez pas que l'école vous donnera la partie complémentaire, l'écrit, la grammaire, la correction, mais un complément sans rien, un complément de rien, ça fonctionne assez mal. Donc si vous préparez le terrain, là vous aurez peut-être des résultats comme ceux que vous trouvez dans le Tour du monde des bilingues. Et donc je finis là-dessus et on va en profiter donc pour un échange et répondre à vos questions. Voilà. Pour ma part, j'en ai fini. Ah, j'ai assommé tout le monde? Visiblement non. Alors je vais plus partager mon écran. Voilà, je vais revenir à l'écran comme ça et je vais vous montrer que Amy nous a rejoint. Donc la voilà avec moi. Donc pour éviter les échos, vous voyez qu'on a le son dans un casque.